Alors, on est heureux d'accueillir pour parler d'un thème qui est extrêmement important, qui a déjà été un petit peu abordé ce matin, qui sont les modèles d'organisation et du management innovants et inspirants pour améliorer la qualité du travail. C'est M. Patrick Conjard qui va animer cette table ronde. Il est le directeur de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail Auvergne-Rhône-Alpes, l'ARACT. Seront présentes avec lui Madame Maude Lacroix, qui est responsable du secteur accompagné, et de Madame Jannick Baudin et de Madame Morgane Frey, aide à domicile, association 1 domicile service. De Madame le professeur Sophie Jacquin-Courtois, chef de service, médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Henri-Gabriel, est aussi président de l'association pour la qualité de vie des professionnels en santé, l'Aquavie. Madame Caroline Potler, directrice des ressources humaines, infirmerie protestante de Lyon. Madame Sophie Ancion, directeur des ressources humaines, et Madame Karine Fessler, directeur du Centre d'éducation motrice et du CESAD de la Fondation Gabriel François Richard. Si on s'interroge encore sur la parité dans la santé, le social et le médico-social, je vous laisse juger. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Patrick Conjard, ça a été dit, directeur de l'ARACT, en charge d'animer cette table ronde. Est-ce que les micros fonctionnent bien? J'ai l'impression que c'est un peu fort. Non, ça va? Alors, la particularité peut-être par rapport aux autres tables rondes et au débat de ce matin, c'est l'attention portée ici autour des pratiques d'entreprise, des initiatives de structures du secteur médical et médico-social, autour desquelles on va essayer de partager quelques points de repère sur pourquoi, comment des initiatives ont été engagées, et avec nous, les gens qui sont directement concernés par ces démarches-là seront en capacité de partager, en tout cas avec vous, un premier retour d'expérience. Alors, il y a vraiment quelque chose de commun, me semble-t-il, et c'était dans le fil rouge de l'organisation de cette journée, des initiatives tirées par le fait d'agir sur l'organisation et sur les pratiques de management, donc qu'on appelle en matière de prévention plutôt la prévention primaire, hein. Et puis une double attention qui est complètement portée aussi par l'intitulé de ce colloque, par les enjeux de cette journée. C'est vraiment d'avoir des initiatives et des démarches qui visent à la fois à répondre à des enjeux d'amélioration des conditions de travail, de qualité de vie au travail des personnels, soignants, aide à domicile, mais qui sont aussi orientés vers des enjeux d'efficacité et d'amélioration de la qualité des soins. Donc ça, c'est un point d'attention qu'on aura. Peut-être juste en préambule, dire aussi que l'idée n'est pas forcément de présenter ces retours d'expérience comme des modèles forcément vertueux, qui cochent toutes les cases, qui sont parfaits et qui seraient déployables sans aucune difficulté. Donc une invitation aussi à les contextualiser, à regarder un peu les invariants, les éléments communs, plutôt que d'envisager cette table ronde comme le repère de recettes facile à appliquer ici ou là, mais ça, je compte sur nos invités pour en témoigner. Peut-être 3 points avant que je laisse la parole aux participantes. Pour introduire ces débats, quelques constats ou idées fortes qui sont, je crois, partagés par les intervenants, partagés par l'ANAC que je représente aujourd'hui ici, et qui sont assez en résonance avec vos expériences. Premier constat, vous l'avez sans doute déjà abordé dans la journée, des constats bien documentés, les indicateurs de santé au travail qui se dégradent, de l'absentéisme, des accidents de travail, des enquêtes, des données qui montrent que voilà, il y a une perte de sens témoignée par un certain nombre d'enquêtes, en particulier pour les métiers pour lesquels le sentiment d'utilité est déterminant, hein. Donc un certain nombre de faisceaux, y compris autour de la figure des managers, hein, où on entend et on fait remonter des signaux d'épuisement, de manque d'appétence, hein, je pense aux études de l'APEC récentes sur le sujet, le tout dans un contexte de transformation importante, quels que soient les secteurs d'activité.
Donc les constats sont là, les données sont là, il y a quand même des éléments significatifs qui appellent et qui invitent normalement les organisations à repenser leur mode de fonctionnement, en tout cas à prendre en compte ces enjeux. Deuxième élément dans la continuité, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, je fais l'hypothèse que vous n'allez peut-être pas apprendre des choses extrêmement nouvelles, ou que quand on a préparé cette table ronde, on était plutôt à l'idée de dire, bon, finalement, il n'y a rien de bien révolutionnaire dans ce qu'on est en train de suggérer. Donc il y a quand même une forme de consensus autour des leviers d'action qui se dégagent, notamment les déterminants organisationnels, managériaux. Enfin, on sait qu'en travaillant sur les questions de participation, les questions de reconnaissance, en étant dans des organisations qui sont plus en soutien, où les gens ont la capacité de s'exprimer sur leur travail, enfin, tout ça, là aussi, est aujourd'hui bien éclairé. Pour autant, et c'est le troisième point, c'est que même s'il y a une forme de consensus sur ce qu'il conviendrait de faire, sur les leviers à activer, force est de constater que les changements de paradigme, les remises en question ne sont pas aussi faciles que ça, se heurtent à un certain nombre de difficultés. Et en tout cas, c'est dans cette intention-là qu'on a préparé la table ronde. L'idée, c'est justement de partager, de davantage valoriser et décortiquer, si je puis dire, les initiatives qui sont faites dans ce sens. Voilà pour ce petit propos introductif. Alors peut-être pour commencer, donc Madame Jacquin-Courtois, je vais commencer par vous si vous le voulez bien, y compris pour peut-être amener quelques éléments de cadrage et reposer les enjeux. J'étais en train de dire que voilà, un des aspects communs à vos initiatives, c'était l'attention et la convergence, en tout cas, d'enjeux, qualité des soins et conditions de travail. Est-ce que vous pourriez, au regard de l'association que vous représentez, qui s'appelle Aquavi, vous pourrez en dire Akavi, vous pourrez en dire quelques mots. Dans quelle mesure, en tout cas, vous portez cette conviction et dans quelle mesure cette conviction-là, elle a aussi conduit à ce que cette association se penche sur le sujet et réfléchisse à produire un peu de l'outillage à destination du secteur. Merci beaucoup et merci pour l'introduction. Effectivement, dans ce que j'avais préparé, il y a pas mal d'éléments que vous avez rappelés. Juste pour du coup resituer un peu ma manière d'appréhender les choses, puisque finalement j'ai un double regard à la fois en tant que chef de service de management de proximité et donc vraiment de confrontation au quotidien aux difficultés inhérentes à ce management. Et puis aussi, depuis effectivement 3 ans maintenant, la présidente de cette association, mais dont je vous referai un tout petit historique, parce qu'elle a en fait plus de 30 ans de recul, ce qui veut dire que la problématique, elle est posée depuis un moment, et cette association, elle vise vraiment à promouvoir une démarche qui s'appelle la démarche participative, qui est en fait plutôt une boîte à outils plutôt qu'un raisonnement purement abstrait. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir en pratique sur le terrain comment on peut arriver à déployer des façons de faire qui permettent de mieux engager les personnes et donc de répondre à ces difficultés d'organisation que vous avez rappelées, avec l'épuisement, la perte de sens, les difficultés de recrutement et autres. C'est aussi important de remettre en avant le fait qu'on a des données validées, que ce soit des travaux scientifiques, et puis des retours de terrain qui sont aussi écrits et documentés, qui montrent, et ça a été aussi évoqué ce matin, que la réponse à ces difficultés, à cette crise un peu de l'organisation des soins, elle ne peut pas être uniquement technique, financière ou réglementaire, même si en partie on a besoin de ces leviers pour répondre à certaines exigences. Donc ce n'est pas uniquement dans les moyens, mais qu'il y a vraiment une nécessité de mettre en avant cette valence organisationnelle et collective et finalement la manière de travailler ensemble. Je vous rejoins sur le fait qu'on peut avoir l'impression que c'est un poncif, qu'on a l'impression que tout le monde sait qu'il faut faire comme ça, mais n'empêche, quand on regarde sur le terrain comment ça se passe, c'est loin d'être appliqué de façon systématique, d'où l'idée effectivement d'essayer de décortiquer un petit peu qu'est-ce qui peut être un frein, qu'est-ce qui peut être des leviers et comment justement avoir des outils qui soient vraiment applicatifs et qui puissent permettre de répondre à ça. Avec vraiment l'idée que la manière dont on organise le travail influence directement, bien sûr, la qualité de vie au travail des soignants. Ça améliore la coopération, ça améliore la reconnaissance professionnelle, mais surtout,
notre finalité commune, c'est d'améliorer la qualité des soins. Et il se trouve que cette démarche, elle a montré son efficacité sur l'amélioration de la qualité des soins et de l'accompagnement au sens large des patients et des aidants. L'autre constat, c'est qu'effectivement, quand on peut échanger, quand on peut réfléchir collectivement, notamment au travail réel, donc vraiment partir du retour de l'expérience terrain, quand on peut partager les décisions, quand on peut aussi partager ses doutes et ses hésitations, quand on peut reconnaître les compétences de chacun, là, la qualité de travail, elle s'améliore et de façon assez, on va dire, corrélée, la qualité des soins. Donc, la participation, ce n'est pas un petit bonus, ce n'est pas un petit supplément d'âme, mais c'est vraiment un levier central, finalement, de la qualité de vie au travail et de la qualité du soin. D'où l'idée vraiment d'essayer de s'inscrire dans cette perspective. Et vous l'avez rappelé, la proposition que fait cette association, c'est un exemple parmi d'autres et ça n'a effectivement pas du tout de valeur péremptoire, mais ça a le mérite de partir d'une observation du travail réel et de vraiment essayer de mobiliser le mieux possible l'intelligence collective des équipes, d'être vraiment dans cette dimension de prendre les bonnes compétences là où elles sont et de créer ce collectif à partir de valeurs. Pour faire un tout petit historique, mais c'est important, en fait, ça date de 1992, à peu près, l'élaboration de cette démarche à l'initiative du professeur Philippe Colomba, qui est professeur d'hématologie, qui est maintenant un professeur émérite, qui est parti vraiment de son constat de vie réelle dans son service, donc, et notamment dans des services, on va dire, particulièrement sensibles peut-être à ces difficultés du soin, comme de l'onco-hématologie pédiatrique, par exemple, où on sait bien que voilà, l'environnement crée de la complexité. Et puis, il a vraiment élaboré ce modèle organisationnel avec ses équipes. Ça a changé de nom au fil des années. C'est resté longtemps cantonné au domaine de l'oncologie et de l'hématologie parce que pathologie grave et chronique et accompagnement sur du projet de vie qui peut tout à fait faire sens dans la complexité, on va dire, des parcours. Et puis finalement, depuis quelques années, l'idée a été de se dire, faut peut-être qu'on sorte un peu de ce champ qui est finalement assez restrictif et qu'on essaye de proposer le déploiement de cette démarche dans un champ plus large, des maladies chroniques au sens large, en tout cas quand il y a des parcours de soins un peu longs, et finalement il y a beaucoup maintenant de spécialités médicales, et puis il y a tout le médico-social et l'EHPAD qui est effectivement concerné par cet accompagnement et ces parcours de soins et ces projets de vie. Et l'idée c'était de se dire, voilà, élargissons un peu, donc le fait de créer une nouvelle association qui réponde à ce volant beaucoup plus global et beaucoup plus générique. Et donc, vraiment, l'objet du déploiement de cette démarche, c'est de proposer un modèle qui soit collectif. Avec 2 minutes encore, oui, je vous présente juste après. Vous aurez l'occasion de revenir oui. sur la démarche, rassurez-vous. Donc, vraiment, ce point de départ à partir du terrain et à partir du travail réel qui permet de définir les bons déterminants en termes organisationnels et managériaux qui jouent ce rôle majeur. Si vous voulez, je m'arrête là et puis on reviendra parce que je pense que ce cadre un peu méthodologique que vous posez, ce principe d'action qui est celui de la participation, je pense qu'il est commun aux initiatives qui vont être présentées. Et je vous propose peut-être en prolongement, en tout cas, de rentrer un peu dans les pratiques de terrain, les expérimentations. Alors, peut-être qu'on peut commencer par vous, aide à domicile-service. Vous êtes toutes les trois présentes, merci. Donc, vous avez, en tout cas au sein d'aide domicile-service, c'est déployé depuis quelque temps, un projet dit Étoile, qui repose justement sur ce principe d'une relative autonomie des équipes, de l'idée en tout cas de redonner ce qu'on appelle un peu en sciences sociales du pouvoir d'agir aux équipes, en partant du principe que c'est aussi au plus près du terrain, du travail réel, comme vous le rappeliez, que peuvent se trouver les solutions, les ajustements nécessaires à des organisations comme le vôtre. Est-ce que vous pouvez un peu dans la continuité des propos de Madame Jacquin nous dire en quelques mots, d'abord, qu'est-ce qui a motivé une structure comme un domicile-service pour
s'aventurer sur ce sujet-là, pour engager cette voie-là, et puis peut-être en quelques mots, y compris avec vos témoignages de terrain à toutes les deux, venir nous dire comment ça s'incarne concrètement, cette philosophie-là et ce principe-là. Alors, bonjour à tous, je suis Maud Lacroix, responsable de secteur chez Un Domicile Service, qui est une association d'aide au maintien à domicile des personnes âgées, malades et ou handicapées. C'est une association du département de l'Ain, nous sommes voisins, qui a près de 40 ans et qui à un moment donné, donc en 2018, alors déjà, je m'excuse, je fais une aparté, je ne suis pas très bonne oratrice, mon domaine c'est le terrain, donc je vais faire au mieux et si je baisse le nez, ce n'est pas par irrespect. Ne vous inquiétez pas. Donc je reprends. En 2018, nous avons fait le malheureux constat, mais qui est un petit peu toujours le malheureux constat aujourd'hui dans ce secteur d'activité, c'est que nous avions beaucoup de turnover dans nos équipes d'aide à domicile et que notre modèle d'organisation à ce moment-là n'apportait pas plus satisfaction aux salariés dans un premier temps et puis parallèlement, parce que premier et deuxième temps, j'aime pas ça, aux personnes aidées que nous accompagnons. Donc il y avait nécessité grandement de prendre un virage. Quelques exemples qui ont été très importants dans ce virage pris. Exemple, un salarié à temps partiel se devait, dans nos méthodes dites archaïques, se tenir disponible et être malléable à merci comme une personne à temps plein. Ça, c'était un gros retour du turnover. Du côté des bénéficiaires, eh bien, trop d'intervenants à domicile qui passent chez moi. Du coup, je ne peux pas être en lien avec un puisque je vois 10 personnes, etc., etc. Donc, vous l'introduisiez, nous n'avons pas révolutionné finalement toutes nos pratiques, pardon. Simplement, on s'est mis autour d'une table, que ce soit notre conseil d'administration, notre direction, les salariés terrain, les salariés support. Et puis, on a réfléchi à ce qui était bon de garder et puis à l'inverse, ce qu'il fallait changer. Et là, on est né donc une organisation de travail où on s'est dit on va tenter de le mettre en place. Donc, c'est cette organisation Étoile qui porte, enfin, derrière Étoile, vous trouverez évolution du travail, organisation innovante, et l'avenir en équipe. Donc, je crois que ça fait complètement lien avec le thème de ce jour, pour le coup. Et du coup, il y a des objectifs à la mise en place d'un projet, évidemment. Les objectifs principaux, c'était de créer une organisation qui s'appuie sur le travail en équipe, alors que nos professionnels, eux, travaillent en autonomie au domicile. Ils sont relativement indépendants. Améliorer les conditions de travail de ces mêmes professionnels, prévenir de la sinistralité de notre secteur d'activité et plutôt favoriser son attractivité et l'engagement dans ce secteur d'avenir. Ok, donc on voit bien là les enjeux croisés, internes et au regard de la finalité de votre mission, à la fois des enjeux d'attractivité et de fidélisation, j'imagine aussi, puisque l'autre facette étant la fidélisation. Sur les caractéristiques, est-ce que vous pourriez en tout cas nous en dire un petit peu plus sur concrètement cette idée de développer l'autonomie, d'avoir peut-être davantage d'équipes resserrées affectées à des bénéficiaires, de travailler sur la coopération, c'est les grands axes. Comment ça s'incarne concrètement dans le travail et peut-être pourrez-vous nous répondre, si vous avez connu l'avant et l'après, sur quelle dimension en tout cas vous avez vu des choses évoluer dans le contenu même de votre travail, la façon d'interagir avec les bénéficiaires et de travailler en équipe, puisque c'était le leitmotiv. Je ne sais pas si vous voulez introduire généralement et puis peut-être rapporter à quelques exemples concrets. Tout à fait. Alors pour ma part, j'étais là avant puisque j'y suis depuis 2003 et donc jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mes deux collègues aide à domicile ont connu le après.
En tout cas, à la réflexion du projet, il y avait des réflexions transversales. En fait, on s'est posé les questions, quel est le rôle de l'aide à domicile au-delà de la prise en charge de la personne aidée chez elle? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un métier et qu'il n'y a pas que l'aide aux actes essentiels, l'aide à l'entretien du logement. Ce métier va au-delà et nous, on recherchait une autonomie aussi dans les équipes et puis l'attractivité du métier. Au-delà du domicile, nos collègues sont support, je dis sont parce qu'aujourd'hui ce fonctionnement existe désormais. Elles sont support, elles peuvent être support en tant que référents bénéficiaires. Ils peuvent participer aux réunions pluridisciplinaires concernant la situation d'un bénéficiaire. Et puis surtout, ils peuvent participer à leur planification, puisque le planning est un point crucial dans notre métier. C'est ce qui conditionne la vie perso, la vie pro de nos collègues. Donc à ce titre, on a mis des choses en place et je peux laisser ma collègue en parler. Très bien. Tirons ce fil, par exemple, d'une autonomie dans l'organisation de votre travail, dans la gestion des plannings, qui est effectivement dans votre secteur un point potentiellement sensible. Ça se traduit comment, cette autonomie? Vous vous mettez autour de la table? Alors, c'est ça. Tous les 15 jours, on a une réunion au niveau du bureau, avec ou sans chef de secteur, pardon. Et donc, on parle des plannings, des bénéficiaires, des différents problèmes qu'on peut aborder. Depuis peu, donc, comme le disait Madame Lacroix, on a des référentes. Donc, les référentes servent à ça. On fait remonter les infos. S'il y a des choses à changer, on en parle entre nous. On voit au niveau des congés, si on peut s'arranger, on s'arrange entre nous. Quoi vous dire d'autre? Oui, c'est ça. Les référentes rassurent le bénéficiaire. On sert de lien, le bénéficiaire référent responsable de secteur. La référente prévient les autres collègues en cas de changement majeur au niveau des bénéficiaires. On est aussi très souvent en réunion pluridisciplinaire, comme disait Madame Lacroix. Et puis voilà, c'est tout ce que... Donc un contenu du travail un peu enrichi, on pourrait dire, en tout cas beaucoup plus large. Absolument. Est-ce que, alors je ne sais pas si l'une ou l'autre, vous sembliez évoquer le fait que vous aviez eu un parcours peut-être avant d'arriver à un domicile-service. Absolument. Où vous situez en tout cas la différence entre peut-être d'autres contextes ou d'autres situations et quelle valeur ajoutée vous y voyez, vous, en tant que collaborateur d'une structure comme ça? C'est très bien. Moi, je trouve que c'est parfait en ce qui me concerne. Moi, j'adore ce que je fais. Je suis contente d'avoir des responsables de secteur qui nous permettent, qui nous laissent faire un peu ce qu'on veut, j'ai envie de dire, parce que voilà, elles nous laissent de plus en plus de responsabilités. C'est très bien. On ne se cantonne pas à faire des actes essentiels et des choses comme ça. On va bien au-delà de tout ça. On écoute, on est là pour écouter, pour faire remonter. Et puis, on est toujours dans la bienveillance. Okay. Alors, peut-être au-delà de compléter, vous êtes sur un fil et ensuite on ira vers une autre expérience qui tirera justement le fil de la fonction d'encadrement, de manager. À vous entendre, on imagine qu'au-delà du contenu des aides à domicile qui a pas mal évolué, celui des responsables de secteur a dû aussi pas mal bouger. Et du coup, vers quoi il a bougé et comment peut-être vous avez pu vous dégager du temps pour soutenir la mécanique, pour entretenir la dynamique ou pour être sur un autre registre qui est peut-être plutôt celui du soutien à l'équipe au bénéfice de cette dynamique. J'en fais l'hypothèse. C'est ça, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du point crucial qui est la planification, alors ce que je voulais ajouter quand même, parce qu'on parle du bien-être au travail, c'est que l'organisation Étoile, on a réfléchi à cette idée de, non, ils ne peuvent pas être disponibles à temps plein alors qu'ils attendent un temps partiel. Nous n'avons pas forcément révolutionné, nous n'avons pas forcément tout révolutionné. Par contre, on a mis en place quelque chose, par exemple, qui n'est ni contractuel, ni conventionnel. Mais nos collègues, aujourd'hui, quand ils arrivent chez un domicile-service, ils ont, suivant le temps de travail souhaité, un temps pour eux, qu'on appelle indisponibilité étoile.
parce que leur planning changeait déjà beaucoup et aller poser vos rendez-vous personnels quand vous avez un planning qui change tous les jours, eh bien aujourd'hui, quelqu'un qui est à 130 heures, évidemment, comme tout à chacun on pourrait se dire, mais en tout cas dans l'aide à domicile ce n'était pas ça, et là ils ont des demi-journées d'indisponibilité étoile. On a mis aussi en place des astreintes parce que on se dit toujours mon collègue demain ne sera pas là, il faut que je me tienne dispo. Bien non, aujourd'hui il y a des personnes dédiées aux astreintes et ce qui fait que nos collègues, la charge mentale est bien moindre et moins lourde. Merci. Est-ce que peut-être vous avez envie de rajouter un retour de terrain sur votre fonction, sur ce que vous auriez envie, vous, de mettre en visibilité? Alors, il y a peut-être un sujet qu'on a moins abordé, qui est la relation avec le bénéficiaire. Est-ce que sur ce plan-là, vous avez, à travers la forme d'organisation qui est la vôtre, des éléments tangibles, visibles, sur en quoi ça vient modifier, consolider, enrichir la relation avec le bénéficiaire? Le fait quand on travaille, c'est individuel, on est seul avec les bénéficiaires. L'avantage d'avoir des réunions très régulièrement et d'avoir contact avec nos collègues où on communique sur les bénéficiaires, sur les interventions, sur les cas qui sont un peu plus complexes, ça permet d'avoir toujours une continuité dans le travail chez les bénéficiaires et je pense qu'ils le ressentent parce que du coup, que ce soit moi ou une autre de mes collègues, on a le même projet, on a la même façon de travailler, même si on est tout à chacun différent. On apporte des choses différentes, mais on a la même fonction de travail et disons qu'on a la même direction. Donc, c'est une alchimie entre nous, Voilà. tout à fait. En tout cas, il y a des passages de relais, des échanges qui montrent que le bénéficiaire n'a peut-être pas le sentiment à chaque fois de faut redire des choses, il faut recommencer, il y a une continuité dans la qualité d'avoir tout le temps du monde qui change, etc. En plus, ils nous ouvrent la porte, on est chez eux, c'est quand même intime. Je pense que quand on communique et qu'on a une bonne cohésion de groupe, où on communique beaucoup, ils se sentent à l'aise, peu importe qui c'est qui intervient chez eux, et ça se ressent. Ça se ressent. Très bien. On va peut-être faire circuler le micro. Alors, autre témoignage, autre levier d'action peut-être. On était plutôt là sur la question de l'organisation du travail. Madame Potler, donc vous êtes DRH à l'infirmerie protestante, une clinique, vous en direz peut-être quelques mots. Est-ce que vous pourriez peut-être en quelques mots, dans l'idée d'apporter ou de tirer un fil nouveau, qui est celui notamment du soutien et de l'intention qui est la vôtre à travers un dispositif d'appui et une attention aux managers qui ont évidemment un rôle important dans ces configurations organisationnelles et dans la capacité à répondre aux enjeux de qualité de vie au travail et à l'efficacité des organisations. Donc, est-ce qu'on peut, à travers votre expérience, un peu illustrer, voir ce qui a été fait vis-à-vis de cette population particulière? Oui, tout à fait. Donc, l'infirmerie protestante, c'est 500 salariés. Les médecins sont libéraux. Donc, pour contextualiser, on a à peu près 12 cadres de soins. Et c'est vrai que les cadres de soins, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais les problématiques que vous avez, c'est justement ces problématiques de planning où vous dites souvent qu'on passe plus de temps à faire du planning, chercher du monde, qu'à être au cœur du métier, au cœur du soin, ce que vous souhaiteriez faire. Et ce qui s'est passé à l'infirmerie protestante, c'est une grève très très dure, où on a observé une réelle cassure entre les équipes et les encadrants. Où on voyait que les messages de la direction n'étaient pas compris forcément par l'encadrement, donc pas forcément transmis aux salariés, et que les salariés ne comprenaient pas non plus les décisions de la direction. Et avec cette vraie cassure dans la grève, c'était rien pour les encadrants, ils ne méritent pas d'augmentation pour faire le résultat de la grève. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour nos encadrants. Donc, on s'est dit, il faut qu'on les appuie dans leur fonction managériale, dans leur rôle d'encadrant. Donc, on a construit avec l'ARACT un programme de formation dans lequel les encadrants se réunissaient tous. Alors, on a mélangé le soin et le non-soin aussi. Dans les établissements, souvent, le soin et le non-soin ne se parlent pas beaucoup. Donc, ils sont appris à travailler ensemble, à savoir ce que l'un et l'autre fait,
quelles sont les problématiques des uns et des autres. Et donc, à travers cette formation, ils ont pu dégager les axes sur lesquels ils avaient besoin de la direction pour avoir certains appuis et des partages de pratiques entre eux pour savoir comment motiver leurs salariés. Je trouve que votre initiative de déléguer la planification, c'est plutôt très intéressant parce que c'est vrai que ils ont, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vrai que vous passez beaucoup de temps à planifier et à replanifier et à recadrer tout ça. Donc c'est vrai que si c'est l'initiative, donc c'est ce qu'on fait en ce moment de partager nos pratiques. C'est un peu ce qu'ont fait nos encadrants en partageant leurs pratiques à travers cette formation. Donc on est, alors qui plus est dans un secteur dans lequel la culture du groupe d'échange de pratiques, voilà, est déjà ancienne. Hein, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que c'est déjà des choses anciennes. Ce qui peut être intéressant à travers une initiative comme ça, c'est aussi dans quelle mesure ça vous a conduit, vous, à réfléchir à la valeur ajoutée, au rôle, à la fonction d'un encadrant. Je vous prenais aussi un peu à témoin tout à l'heure. Dit autrement, essayer de penser des orientations innovantes qui facilitent un petit peu ce double enjeu qualité des soins, du service et de la QVCT. On peut se dire que ça implique peut-être à la fois des changements sur le plan de l'organisation du travail, mais qui ont de fait aussi une incidence et qui trouvent aussi une résonance autour de l'évolution peut-être de la fonction des managers. L'exemple que vous évoquiez, qui passent moins de temps à faire des plannings, que font-ils quand ils ne font pas des plannings? On peut imaginer qu'ils font peut-être des choses qui relèvent davantage d'une activité de soutien, d'appui auprès de leurs équipes. Est-ce que cette réflexion-là, elle a été conduite ou est-ce que ce travail un peu d'échange de pratiques vous a amené finalement à repositionner, alors je ne sais pas si vous avez revu vos référentiels ou si en tout cas à re-questionner le rôle, la valeur ajoutée d'un cadre de soins dans une organisation comme la vôtre? Alors oui, les cadres de soins, par le biais de cette pratique, on a terminé cette formation il y a seulement quelques semaines, hein, donc on est en construction. Mais c'est vrai qu'on a vu se dégager dans l'intention managériale, en tout cas, de plus développer des projets avec les équipes et plus les solliciter et plus développer ce qu'on appelle les espaces de partage avec les équipes. Donc elles nous ont demandé des choses toutes bêtes, hein, une salle où elles peuvent se réunir avec leurs équipes, des trucs hyper concrets auxquels, effectivement, quand on ne prend pas de hauteur, on n'y pense pas, on est noyé par le quotidien. Et voilà. Très bien. En tout cas, un espace qui, alors je vais pousser un petit peu le trait, n'est pas simplement un groupe d'expression de parole, hein, mais bien que fait-on de cette parole-là? On s'en saisit aussi pour trouver des leviers d'action, des pistes d'amélioration, etc. Peut-être merci à vous, dernier témoignage dans ce premier tour de table avec la Fondation Gabriel Richard, où vous avez, là, quand on a préparé peut-être un spectre d'action un peu plus large, hein, avec un peu d'antériorité sur le sujet, avec un point de départ qui était un baromètre social. Hein, vous avez parlé d'un point de départ qui était une situation un peu de crise du côté des managers. Vous, c'était le souci de dire comment on se situe, hein, c'est quoi notre situation. On retrouve aussi, si j'ai bien compris, des enjeux de répondre à des enjeux d'attractivité, hein, le besoin de répondre à des enjeux d'attractivité. Donc peut-être, Madame Anthion, est-ce que vous pourriez revenir sur, voilà, là aussi, la genèse un petit peu de votre démarche QVCT, on va l'appeler comme ça si vous voulez bien, et de manière plus concrète, ce qui a été fait, y compris Madame Fessler, vous pourrez peut-être dire concrètement dans mon service, voilà ce qu'on a engagé. Bonjour à tous, donc Sophie Ancion des RH de la Fondation. Ce n'est pas ma démarche, je me suis toujours battue contre ça. Je suis arrivée donc en 2018 à la Fondation. Dans le CEPOM était indiqué démarche QVT, puisqu'à l'époque nous n'avions pas le C. Et on m'a dit très clairement, voilà, vous êtes des RH, développez une démarche. Bon. Je n'ai pas voulu me l'approprier. Mettre des séances d'ostéo, ce n'était pas non plus quelque chose que j'avais envie de faire. Surtout qu'il faut comprendre que la Fondation, alors aujourd'hui, c'est 12 établissements, c'est plus de 400 salariés, plus de 500 personnes accueillies.
enfants, adultes, handicap neuromoteur et déficients visuels. Mais en 2018, c'était la moitié de cette taille-là. Et c'était sur un site géographique avec juste un établissement qui était à quelques kilomètres. Ça a son importance parce que du coup, on ne déploie plus aujourd'hui ce qu'on a pu faire, notamment en 2018 et en 2022. Donc en 2018, on a commencé par vraiment faire quelque chose de très basique, mais à l'époque peut-être un peu moins commun, un séminaire où on a émis tous les directeurs, tous les cadres et énormément de salariés de terrain, où on a juste posé la question, c'est quoi pour vous une qualité de vie au travail ? Le résultat et le constat étaient formidables, en tout cas pour moi, DRH. C'est que les gens s'y sentaient bien et on sentait en fait que la Fondation s'auto-protégeait de ce qui se passait de l'extérieur. Et en plus, on parlait de père aidant ce matin, donc ils avaient l'habitude de travailler en pluridisciplinarité avec énormément de qualifications, de soutien, de beaucoup d'équipes, beaucoup de réflexion en équipe, beaucoup de distance sur leurs pratiques. L'APP, comme tout le monde le connaît, c'était déjà bien ancré dans les fonctions. Donc on a eu vraiment ce constat de dire on est bien, on n'a pas besoin de séances d'ostéopathie, donc c'était plutôt pas mal. Mais par contre, on est inquiet pour l'avenir. Et ça a été un déclic aussi pour la Fondation, de se dire en fait la qualité de vie au travail, c'est aussi que les salariés se projettent, eux, voir arriver un truc que nous, on ne voit peut-être pas arriver. Nous, en plus, on a la particularité d'être une fondation, pas une association. Donc, on a une gouvernance qui avait un rôle particulier à cette époque-là, qui n'y est plus aujourd'hui, par la force des choses. Mais les salariés se préoccupaient de cette gouvernance et se préoccupaient de savoir est-ce qu'ils pensent à ce qu'on va devenir dans quelques années. Donc, ça nous a permis quand même de remettre au centre qui étaient nos employeurs, qu'est-ce qu'ils voulaient, de remettre au centre le projet fondatif, qui était dans un placard pour la plupart d'entre eux, parce que même des fois complètement méconnus, et de pouvoir se dire, il faut qu'on retravaille ensemble. Et à l'époque, d'ailleurs, en 2018, les salariés étaient très inquiets pour leur management de proximité, parce qu'ils voyaient la montée en charge. Ils la voyaient bien et ils étaient très préoccupés par leur santé au travail. On a laissé passer le Covid. Et 2 ans après le Covid, moi j'ai senti cette nécessité de le remettre, cette notion, cette philosophie de qualité de vie au travail au centre des pratiques de notre organisation, puisqu'on voyait effectivement qu'après le Covid, il y a eu quand même quelques changements de pratiques, de professionnels, de vision du travail, de sens du travail. Donc c'était important de remettre ça à l'ordre du jour et on est passé par un baromètre, tout simplement, par une entreprise extérieure, parce qu'on ne voulait pas forcément se comparer avec d'autres associations du secteur. On voulait essayer de sortir un petit peu de tout ça et de se dire, on est une entreprise lambda, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se comparer avec d'autres? Donc, c'était un organisme extérieur qui nous a fait ce baromètre et donc on a pu avoir un premier état de fait sur est-ce qu'on se sent bien au travail, est-ce qu'on se sent bien dans son équipe, quels sont les points de vigilance et quels sont les points à garder. Donc, ce baromètre, on l'a fait 3 ans consécutifs. Et à chaque fois, on a mis un copil en place avec des salariés qui étaient bénévoles de l'ensemble des établissements. Quelques cadres, mais pas forcément la majorité. Vraiment des salariés bénévoles de terrain. L'exercice était assez simple. C'est moi qui pilotais. On prenait les résultats. On regardait tous les points positifs à garder, à conserver, à pérenniser. Partir du positif, parce que la qualité de vie au travail, il faut aussi partir de ces points-là. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit à la première table sur les risques psychosociaux. Et puis, derrière, on regardait les points de vigilance et ce qui pouvait être problématique, et on les priorisait. Le but, c'était de les remonter au CODIR et de dire à la direction générale, voilà, nous, si on était vous, voilà ce qu'on ferait. Donc, il y a eu pas mal de choses de mise en place, notamment pour les managers. C'est là où on vous rejoint. On a commencé à accompagner nos managers dans leurs pratiques quotidiennes avec des gens de l'extérieur, avec de l'APP, avec du coaching individuel et du coaching collectif. On a aussi mis le droit à l'erreur en place de manière officielle et on l'a bien communiqué. On a pu retravailler les valeurs de la Fondation avec la gouvernance, réinterroger la vision de la Fondation, faire vraiment travailler sur des sujets de fond comme les EPRD, ERRD, CEPOM que tout le monde connaissait pas et connaissait pas non plus les enjeux et ce qui pouvait nous préoccuper par derrière.
Il faut savoir que sur le terrain, ils ne savent peut-être pas toujours ce que c'est, mais n'empêche que ça a des conséquences directes sur leur travail. Donc autant leur expliquer le début. Alors peut-être je vous interromps pour tirer un petit fil qu'on n'a peut-être pas encore beaucoup abordé et qui est souvent un écueil ou une difficulté dans un certain nombre de démarches qualité de vie et conditions de travail. Alors au-delà des objets qui sont travaillés, bon, la mesure, vous l'avez dit, ne suffit pas à agir. Hein, c'est pas vous que je vais dire ça. La température, ça donne un indicateur, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est que là, à travers l'embarquement du CA, à travers les interactions entre le dispositif, la démarche et les instances décisionnelles, on pressent qu'il y a une attention sur le lien entre l'opérationnel et stratégique. Complètement. Est-ce que voilà, c'est quelque chose que vous pourriez un tout petit peu éclairer, alors aussi bien de manière un peu vertueuse en disant voilà, ça, on a embarqué notre CODIR, dorénavant il a intégré un certain nombre de choses, il n'est pas simplement à nous écouter ou à regarder ce qu'on a fait en tant que RH ou préventeur. Enfin, voilà, comment vous pourriez illustrer si ça a fait bouger les lignes dans cette articulation entre stratégique et opérationnel? Quand on est, qui plus est, selon le statut des structures, on peut imaginer que cette articulation est plus ou moins facile, évidemment, quoi. Alors, c'est jamais simple, on est d'accord. Par contre, effectivement, la gouvernance s'est vraiment saisie du sujet, puisque l'axe numéro 2 du projet d'établissement, c'est quand même la qualité de vie au travail des salariés. Donc, c'est un enjeu fort qui est quand même affiché. Notre CODIR s'en inspire, notre management s'en inspire. Maintenant, c'est aussi dans la gestion des paradoxes dont on parlait tout à l'heure. C'est pas toujours simple. Effectivement, toute cette mise en place, alors le baromètre, c'est vraiment une anecdotique, hein, et aujourd'hui, on arrive aux limites, hein, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais on arrive aux limites de l'exercice, justement à cause de tout ce qu'on a à gérer sur tout ce qui est financier, tout ce qui est problème de recrutement, problème de, c'est même pas du nombre, mais de la qualification. On repense un petit peu plus établissement plutôt que stratégie globale. Là où je voulais aussi en dire, c'est que tant qu'on était fondation historique sur un même site, on s'en sortait. Aujourd'hui, on a pris une taille beaucoup plus grande avec une dispersion des établissements, donc une dispersion aussi de la culture d'entreprise. Et tout l'enjeu aujourd'hui est par la qualité de vie au travail, de recréer une culture d'entreprise. Ok, donc la question de la taille n'est pas neutre, effectivement, et la question de la proximité plus ou moins forte de la gouvernance en est un autre. Peut-être, Madame Fessler, en illustration des éléments complémentaires sur ce que vous avez, par exemple, mis en œuvre au périmètre de votre service. Oui, alors je voulais rebondir sur ce que disait Sophie. Donc moi, je dirige des établissements pour enfants en situation de handicap. Les établissements pour enfants, je dirais, ont une position un peu plus privilégiée dans le secteur du médico-social parce que c'est plus attractif. On n'a pas autant de problèmes de recrutement que peuvent avoir nos établissements pour adultes. Je crois que c'est un préalable. Après, je fais le lien avec ce que disait Sophie sur la position de la gouvernance et de la ligne managériale, puisque c'est un des points que j'avais identifié donc, sur le terrain, qui était la question de la responsabilité et de la protection. On a mis un point d'honneur à donner de l'autonomie à nos équipes et cette autonomie, elle ne peut être permise que si la gouvernance et les directions prennent cette question de la responsabilité. Cet exemple, il peut se jouer au niveau du CESAD, par exemple, où c'est des prestations en milieu ouvert. Et quand j'ai pris la direction de cet établissement, ce qu'on me mettait en avant, c'est de l'acte, de l'acte, de l'acte. En gros, il fallait, on est sur Séraphin PH et du coup, il faut avoir un nombre d'actes que nous demandent nos financeurs. Sauf que pour pouvoir avoir un petit peu d'espace de respiration, des formations, il faut pouvoir permettre de ne pas faire ces actes et de pouvoir prendre le temps de réfléchir, de se former. Et ça, c'est une vraie décision de direction et un vrai engagement de gouvernance. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un point aussi important quand on demande la ligne stratégique, elle est là aussi. Et les convaincre peut-être parfois de l'utilité effectivement de cela. Alors peut-être, merci pour ce premier retour. Madame Jacquin-Courtois, peut-être une petite réaction sur ce que ces initiatives vous inspirent
en quoi elle résonne peut-être avec vos réflexions et approches sur les démarches participatives. Et y compris, moi je tirerais bien le dernier fil que, en tout cas à l'ANAC, quand on travaille sur ces modèles-là, on parle aussi de l'attention à avoir autour des questions d'autonomie, en considérant que voilà, ça ne se décrète pas, qu'il y a peut-être un certain nombre de conditions pour lesquelles les gens vont être en capacité, et c'est ce que nous on a appelé en tout cas une autonomie sécurisée, où il ne s'agit pas de déresponsabiliser la direction ou l'encadrement et de créer les conditions favorables pour activer cette participation, cette autonomie. Est-ce qu'au regard de votre expérience sur cette dimension soutien, sécurisation à ces principes d'autonomie ou de participation, on voit bien qu'il ne suffit pas de le décréter, mais il y a peut-être un peu d'ingrédients à mettre, quoi. Quelques ingrédients à partager peut-être en résonance à ce qu'on a entendu? Oui, le premier élément, en fait, les différents retours d'expérience là viennent vraiment conforter finalement la proposition du modèle, dont je vais juste rappeler brièvement après les ingrédients, mais vraiment tous les piliers que vous avez décrits, c'est vraiment des choses qui sont identifiées comme aidantes pour favoriser le collectif. L'idée, c'est vraiment, on sait que les déterminants, c'est la reconnaissance et de pouvoir avoir l'impression de travailler correctement, de pouvoir bien faire son travail. Et c'est souvent ça qui est pris en défaut. Donc, de donner finalement la possibilité aux professionnels de participer aux réflexions, de participer aux décisions concernant le travail, et là on l'a parfaitement illustré, parce qu'ils ont cette expertise de terrain, c'est ça qui fait le terreau, on va dire, de l'amorçage de la bonne QVT, mais c'est pas non plus sans cadre, c'est pas juste un truc horizontal où on dit allez, chacun fait ce qu'il veut quand il a envie. Et il faut qu'il y ait un cadre, et vous l'avez aussi parfaitement illustré, il faut qu'il y ait du leadership qui soit structurant, il faut qu'il y ait des espaces de discussion, des espaces de régulation, et il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit OK avec ça et qui dise OK, on y va, et on affiche ça comme stratégie. Et on voit bien que ça fait partie vraiment des leviers à afficher. Il ne faut pas que ça soit que de l'implicite, quoi. Il faut vraiment que ça soit explicite et que ça soit partagé avec tout le monde. Donc, ça veut dire vraiment créer des espaces, et c'est un des mots qui a été utilisé ce matin. Il faut rendre ça possible. Donc, il faut rendre les gens disponibles à ça. On revient à la dimension de temporalité qui n'est pas toujours celle qui est la plus facile à gérer dans nos organisations, mais il faut de l'espace d'échange. Les 4 piliers qui sont décrits dans la démarche, c'est d'abord les staffs pluriprofessionnels. Il y en a eu plusieurs exemples où il y a tout le monde autour d'une situation d'un patient. Le médecin, l'infirmier, l'aide-soignant, la secrétaire, le psychologue, les cadres. Et où il y a c'est un moment qui est, on va dire, ritualisé, qui est rythmé et qui doit répondre à des règles de fonctionnement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un ordre de parole qui est hyper important, que ça soit d'abord les gens les plus à proximité du patient ou du bénéficiaire qui soient explicites. Et finalement, c'est souvent le médecin qui va ensuite. Ensuite, il y a la formation que vous avez évoquée. Ça aussi, c'est un deuxième pilier qui est extrêmement important en privilégiant la formation interne et en étant vraiment à partir des besoins qui sont exprimés par les patients. Et c'est pas que de la transmission technique, c'est un espace de rencontre en fait aussi. C'est un apprentissage collectif, c'est un moment où on peut partager ses valeurs et ça, c'est hyper constructif. C'est les espaces de soutien et de débriefing, vous l'avez évoqué. Souvent à l'occasion d'événements compliqués, de situations complexes, peut-être de conflits entre personnes. On sait aussi que ça peut arriver. Là, il y a besoin des groupes de parole, il y a besoin du débriefing, il y a besoin des espaces de soutien, parfois de réflexion éthique, de réflexion sur des situations cliniques à formaliser, mais aussi tous les espaces informels qui ont été évoqués ce matin, qui sont très importants dans le fonctionnement du quotidien. Et puis, le 4e pilier, c'est la réunion des managers. Régulière aussi, avec à l'échelle d'une unité de soins qui n'est peut-être pas les modes de fonctionnement que vous avez tous, mais c'est vraiment le binôme cadre-médecin qui est essentiel et dont on peut trouver l'équivalent dans vos organisations. Mais pour que ça soit ça qui fonctionne, alors là, il y a des histoires de personnes, on revient aussi sur des individualités, mais quand ce binôme, il marche et qu'il est raccord sur les valeurs et qu'il est raccord sur les projets, ça permet d'harmoniser les pratiques, ça permet de soutenir les encadrants et surtout de développer cette culture partagée. Et finalement, ça, c'est vraiment des éléments, des vrais leviers à associer. C'est-à-dire, je ne prends pas un petit bout de ça, puis je mets que ça. En fait, c'est vraiment d'instaurer cohérence d'ensemble, préparation. Voilà, il ne s'agit pas de décréter ou d'ouvrir un espace pour ouvrir un espace, mais
mais de le soutenir. Merci pour ce rappel des 4 points qui sont effectivement en résonance. Alors, j'aimerais peut-être faire un dernier, alors vu le temps, un dernier tour de table peut-être un peu rapide sur un sujet qui est, en tout cas en tant que professionnel intervenant sur ces questions-là, qui nous questionne souvent. Et quand on a préparé aussi cette table ronde, on y est revenu. C'est la question notamment des conditions de pérennisation. On les a un tout petit peu évoquées, hein, de ces démarches, ou dit autrement, comment on peut installer durablement cette intention-là, cette ingénierie-là. Enfin, voilà, parce que force est de constater que il y a souvent un coût d'engagement qui est mis à un moment donné par des organisations, mais l'énergie à installer durablement, à pérenniser, à institutionnaliser n'est pas aussi facile que ça. Alors, y compris quand on est accompagné par des tiers externes, bon, bah, quand le projet s'arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours une attention qu'on a, nous, par rapport à ça. Mais c'est aussi comment ces systèmes-là sont fragiles et nécessitent peut-être d'être soutenus pour garder une dynamique pérennisée, participer à leur intégration durable, j'ai envie de dire. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Madame Polter. On a bien compris le fil que vous aviez tiré, qui était la question du soutien et de l'accompagnement des managers. Voilà, est-ce que vous pouvez peut-être dans cet axe de questionnement nous dire quelle est la suite, si je puis me permettre l'expression, ou en tout cas maintenant, comment vous avez en tête des éléments qui pourraient installer durablement cette intention-là, soutenir et aider les managers, peut-être aussi à faire levier sur des questions d'organisation du travail demain. Donc cet enjeu de pérennisation, je sais que vous l'avez en tête, comment vous l'appréhendez à ce stade, quoi? Il y a plusieurs méthodes pour le mettre en place. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est effectivement ritualiser des réunions. Donc, on a des réunions tous les deux mois à peu près, dans ce qu'on appelle des clubs des managers. C'est un peu rétro. Mais et l'idée, c'est effectivement de partager les pratiques à ces moments-là, d'avoir de l'information descendante et avoir aussi des pratiques managériales sur des difficultés. Il y a très souvent des questions RH auxquelles ils sont exposés. Donc moi, je suis amenée à intervenir, leur faire des petits quiz, par exemple, sur des questions techniques RH. Ils aiment bien, ils trouvent ça rigolo. Ce que j'ai instauré aussi et institutionnalisé, c'est on a tous une obligation de mettre en place un comité QVT. C'est une obligation réglementaire. Et moi, j'ai décidé de l'élargir sur la base du volontariat. Donc, on est composé à peu près de 18 salariés. Donc, il y a des membres de la direction, des managers, des élus, des soignants, des non-soignants. Et l'idée, c'était que je voulais qu'ils aient une vraie implication dans tout ce qui est qualité de vie au travail. Et je les ai formés aux risques psychosociaux et je les ai formés à mener des entretiens sur les risques psychosociaux. Et on a travaillé là tout le début d'année à aller rencontrer chaque équipe par des membres du comité qui sont des managers ou, comme je le disais, des salariés et qui sont interrogés par leurs pairs sur leurs conditions de travail dans des espaces de discussion. Et voilà, on en est là. Voilà. Sur cette donc du coup, étude-là. ça passe aussi par l'installation durable d'un comité ad hoc en charge un peu de faire du lien, de suivre, de soutenir ces initiatives ou cette dynamique-là. Alors peut-être dans le prolongement, on ne l'a pas forcément évoqué quand on a préparé cette table ronde, mais c'est un sujet auquel on est un peu sensible à l'ANAC, c'est vos représentants du personnel, comment sont-ils embarqués, associés, soit en étant partie prenante de ce groupe ad hoc, soit à travers les interactions entre le CSE, instance institutionnalisée, en charge de prendre en charge aussi ces questions-là, et puis le groupe. Donc comment vous avez géré, si vous l'avez géré, en sachant que c'est pas toujours facile selon les organisations? Pour le coup, oui, et dans le comité QVCT, on a forcément des élus qui sont membres et j'ai des élus qui ont mené avec nous des risques psychosociaux. Et ça permet aux élus, en fait, de faire le lien entre des problématiques de direction, des problématiques de terrain, sans avoir un jugement fréquent sur les situations
avoir qu'un seul champ de vision, en fait. Et on se met dans une démarche constructive, participative, etc. Je vous avoue que ça crée une vraie division à l'intérieur de mon CSE, avec ceux qui comprennent la démarche participative et ceux qui sont non, on ne discute pas avec la direction. Voilà. Il faut faire bouger les postures, c'est ça. C'est ça. Peut-être au niveau de votre fondation, alors je peux le dire, vous avez évoqué le mot d'essoufflement tout à l'heure. Voilà, comment vous traitez cette difficulté-là, ma foi, qui est assez récurrente à toute initiative ou démarche de ce type-là pour consolider, ancrer durablement ces changements de pratique? On ne sait pas. C'est en pleine réflexion. Moi, le constat que je fais aujourd'hui, alors nous, c'est pareil, les élus sont vraiment partie prenante, on n'a pas de difficulté là-dessus, tout le monde a bien conscience de l'importance de cette thématique, mais aujourd'hui, tout le monde a des problèmes complètement particuliers. J'ai 12 établissements, j'ai 12 problématiques différentes. Il y a des problématiques de recrutement parce qu'ils sont à l'Arbrel, et à l'Arbrel, c'est pas comme Lyon 8. Il y a des problématiques de management, il y a des problématiques de résidents. J'ai des résidents qui sont très, très en difficulté pour les accompagner. Il y en a d'autres, vous pouvez parler toute la journée avec eux. Donc, on a vraiment des problématiques tellement différentes que moi, je pense qu'il va falloir qu'on se reconcentre sur les problématiques de terrain, partir du terrain, essayer de comprendre ce que c'est pour eux, les conditions de travail et la qualité de vie au travail, qu'est-ce que ça représente pour eux, afin qu'ils ne viennent pas à la boule au ventre. Moi, aujourd'hui, je vois des salariés qui sont plus sereins. Avant, ils maîtrisaient leur qualification, ils maîtrisaient l'accompagnement, ils savaient ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, ils ont peur de faire mal, ils ont peur de ne pas être bien cotés, ils ont peur de mal être évalués, ils ont peur des familles et ils ont peur de beaucoup de choses. Donc, c'est notre priorité, ça va être se recentrer sur des problématiques de terrain, même si elles sont différentes, et après essayer de créer un collectif avec un lien. Ce que j'entends, c'est qu'une des pistes, mais qui a aussi émergé un peu de ce que j'ai entendu, l'idée d'installer durablement une culture, des pratiques, des modes d'organisation qui fassent que le pli est pris, si je puis dire, et qu'on n'est pas simplement dépendant d'une personne qui a poussé à un moment donné un projet ou en tout cas, et pour le coup, les managers ont sans doute un rôle important et la direction, évidemment, par rapport à ça. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste compléter parce que dans la pérennisation, je voyais la question de la modélisation et de la valorisation. La question de la valorisation, c'est que sur les établissements, alors certains établissements, pas tous, on a des référents. Comme je l'avais dit quand on a préparé la table ronde, des référents CAA, des référents VIAS, des référents de toutes sortes à qui on permet en fait de sortir un petit peu du terrain, mais ils vont s'essouffler assez rapidement si on ne valorise pas ce qu'ils font et si on ne le transmet pas à l'ensemble de l'institution. Donc il faut qu'on ait aussi une vigilance. C'est bien d'avoir des référents sur le terrain, c'est ce qu'on disait, parce qu'ils vont diffuser un petit peu cette culture. Mais par contre, si on nomme des référents et qu'ensuite on ne prend pas garde à valoriser ce qu'ils font, on les perd et ils s'épuisent et on a du mal à les remplacer. La deuxième chose, c'était la modélisation, et c'est ce qu'on a fait avec nos chefs de service, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés, comme le disait Sophie, sur des techniques de management et notamment sur la coopération. Et l'idée, c'est que ça devienne une culture de coopération, déjà au niveau du management, et que ça soit modélisé ensuite pour que ce soit appliqué sur les équipes. Voilà. Ça prendrait du temps pour expliquer tout ce qu'on a mis en place, mais c'est un peu l'idée. Et on pourrait discuter du terme de modélisation qui peut-être renvoie davantage à la question de la cohérence, que j'entends en tout cas, et des principes directeurs portés à différents niveaux. Peut-être pour terminer sur cette question, alors là, pour le coup, vous avez un peu d'années de recul, si je puis dire, sur le projet Étoile, qui, dans l'aide à domicile, a fait des petits. Ça a quand même inspiré, il faut le dire. Et là, on est bien dans la valorisation d'une initiative plutôt positive. Ça a inspiré d'autres structures. Quel enseignement vous en tirez après ces quelques années, et comment qu'est-ce que vous auriez envie en complément de partager sur l'essence qu'il y a à remettre dans la machine ou la dynamique qu'il y a à entretenir pour pérenniser ça, parce qu'on sait que ça peut aussi être fragile par ailleurs, quoi, hein ? Eh bien, depuis maintenant près de 7 ans, Étoile, qui était un projet, est devenu notre système d'organisation, déjà,
Donc, c'est pérenne. Ça, c'est déjà le point. On est hyper passé du satisfaisant. projet au mode d'organisation. Au mode d'organisation, tout à fait. C'était une évolution inévitable. Fini le management, information descendante et application par les équipes. Aujourd'hui, on est dans un management participatif, comme on l'a évoqué. Alors, pour que ça marche, il faut que cette organisation soit remise au centre du village de façon constante, en permanence, puisque j'ai évoqué le turnover, donc à chaque arrivée de salariés, il faut expliquer ce modèle et les acculturer à ce modèle. C'est aussi, vous l'avez très bien dit, une organisation à avoir dans la structure, mais au sens large, que tout le monde soit partie preneur, et nous concernant le conseil d'administration, l'équipe CODIR, et puis nous, managers, et enfin nos collègues de terrain. Il faut accepter d'entrer en transition, mais surtout d'y rester, parce que l'humain a peur du changement, et là, pour le coup, chez nous, il y a eu une révolution au départ, une révolution au départ, et il faut pouvoir l'accepter. Quand on l'a accepté, on y adhère, mais pour ceux qui n'y adhèrent pas, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Il faut aussi avoir constamment à l'esprit que travailler en équipe dans notre secteur d'activité, c'est l'élément clé de notre marque employeur. Dans l'aide à domicile, on ne peut pas faire si on ne sait pas travailler en équipe. Et puis ce que j'ai pu constater, parce que dans chaque dispositif, il peut y avoir des freins, et nous aujourd'hui dans l'aide à domicile, le travail à domicile, les freins sont toujours ceux qu'ils étaient au départ, à savoir le taux d'absentéisme qui est plutôt très très important. Et malgré ce projet, nous n'avons, il y a pu avoir des petites améliorations, mais ce n'est pas significatif. Et puis, alors aujourd'hui, mais ça c'est de l'ordre, parce que quand on a mis ce dispositif en place, on a vu une grande différence dans le recrutement, puisqu'on avait notre marque employeur, quelque chose qui ne se connaissait pas ailleurs. Ah oui, on peut être célibataire et travailler au domicile jusqu'à 20h, 20h30, ben oui, c'est possible. Et puis on va vous expliquer comment. Donc on a eu une émulsion de recrutement. Pour autant, depuis 3 ans, et là, pour le coup, je ne pense pas que ça vient de ce dispositif, mais en tout cas, on a un manque de candidats, et là, on est plutôt sur une question salariale. Voilà. C'est aussi une façon de dire, ces initiatives ne peuvent peut-être pas répondre à tous les enjeux inhérents à votre secteur d'activité, mais contribuent quand même, si on veut terminer sur une note positive, contribuent quand même à fidéliser, à permettre à vos collaborateurs, collaboratrices d'avoir des bonnes conditions de travail. Au moins bien-être au travail, les fidéliser, faire en sorte que leur métier, qui est un métier, soit très attractif. Et puis, de mon côté, responsable de secteur, parce que tout à l'heure, on se disait, mais si on ne fait plus les plannings, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, moi, à mon niveau, j'ai aussi tout un volet social, accompagnement, évaluation, accompagnement des bénéficiaires. Ça me permet de me recentrer à ça. Et puis, tellement d'autres projets en équipe à mettre en place et qui ne sont plus faire du remplacement chaque jour qui passe, quoi. Voilà. Écoutez, peut-être un dernier mot avant qu'on laisse la parole à la salle. Juste conclure, parce qu'effectivement, ça illustre tout à fait l'importance, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que le participatif, il ne se décrète pas. Donc, il faut bien aller le structurer, il faut bien aller le formaliser et d'avoir un modèle, en tout cas d'avoir des repères sur des outils qui peuvent permettre ça, c'est important. Et puis l'autre volet qui est essentiel, c'est la formation, et vous l'avez évoqué. C'est la formation sur le terrain pour effectivement acculturer les différentes équipes à ces outils, à cette culture participative, mais c'est aussi la formation initiale. Les managers, c'est les cadres, c'est les médecins, donc il faut aller former les cadres et les médecins, les sensibiliser à ça. Les médecins et les risques psychosociaux, c'est pas un truc qui est hyper naturel dans la culture. Et ça commence à arriver là cette année, les 3e années, les 6e années. Il y a maintenant des supports de cours auxquels on a participé qui vont permettre de leur expliquer c'est quoi votre risque individuel et la vigilance que vous devez avoir pour vous. Mais vous allez être des managers et à quoi va falloir être vigilant dans votre équipe et quels outils vous aurez à disposition. Et ça, je pense, c'est vraiment un changement dans les
10 dernières années qui peut vraiment faire voir du positif, en plus de l'application terrain, qui doit être, vous l'avez tous illustré, déployée en fonction des contextes. L'échelle, la structuration, la qualité du binôme, la vision de la gouvernance, la vision dans la durée, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte et qui font que ce n'est pas parfait tout le temps, mais voilà, ça permet d'ajuster. Merci, merci à vous. Donc, merci pour ces retours d'expérience. Peut-être un temps d'échange, de questions, en tout cas, qui peuvent être adressées à l'une ou l'autre des participantes de cette table ronde, si vous voulez des précisions, ou si vous avez des réflexions. On a encore, je me tourne vers la 25 minutes. Ben c'est parfait ça pour engager un échange. 10 minutes. Alors, 10 minutes ici, 25 ici. On coupe la poire en deux. En plus, laisser du temps à poser des questions, parce que ce n'est pas important de laisser du temps pour poser des questions. Allez, vous avez la parole et on essaiera de gérer au mieux le temps qui nous reste. Les choses ont été claires. Il y a une question en haut sur la droite. Merci, madame. Bonjour à tous, merci. Donc, je suis travailleur social dans un CCAS. Je trouve que tout le long de ce colloque, la ligne un peu conductrice, c'est vraiment, je pense que vous l'avez dit dernièrement, la formation des futurs professionnels. On a de plus en plus de promotions qui diminuent en nombre et du coup, là n'est pas, les deux sont liés, c'est-à-dire des professionnels qui sont bien de leur travail, qui le font malgré tout par vocation, je pense, certains, forment forcément et donnent envie à des nouveaux professionnels. Et du coup, je me demandais un peu comment c'est pensé au niveau de vos structures par rapport aux étudiants, pour un peu approfondir ce que vous disiez à la fin. Est-ce que si j'essaye de reformuler pour vous aider un petit peu, déjà le lien que vous avez peut-être avec la formation initiale à travers l'accueil de stagiaires ou des interventions dans des écoles, puisque évidemment, on l'a déjà dit, c'est intéressant de valoriser ces initiatives, de donner envie, de soutenir et de préparer les futurs professionnels de votre secteur. Est-ce que vous avez des... Oui, alors personnellement, je suis dans le secteur depuis 25 ans. Je fais quelque chose que je ne faisais pas du tout. Je vais dans les écoles. Je vais même sur les trottoirs en face des Crous. Oui, j'en suis là. Oui, je fais le trottoir, oui. Et ouais. Aujourd'hui, on est d'accord qu'au niveau formation, diplôme d'État, il va falloir se reposer des questions, mais ça n'a pas l'air de vouloir avancer très très vite. Pour avoir du personnel formé, compétent aujourd'hui, c'est voilà. On mise beaucoup sur l'apprentissage quand même. Je pense qu'il y a quand même énormément de jeunes, même moi je fais beaucoup de lycées, qui n'ont même pas, ils savent pas du tout ce que c'est qu'un handicapé. Ils se rendent même pas compte qu'ils pourraient en être un jour. Donc il y a aussi tout un pan de communication, de diffusion qu'on n'a pas fait pendant des années, hein, qu'on soit clair. On était hors des radars, enfin en tout cas sur le handicap, et on était bien dans notre petite bulle. Donc je pense qu'il y a aussi tout un effort que nous on a à faire, que les professionnels ont à faire. Et après, moi, en tant que DRH, d'avoir quelqu'un pas formé et de l'embaucher en CDI, ça ne me dérange pas, même si c'est hors convention. Et c'est aussi à nous, à l'intérieur, de pouvoir développer des types de formations, même si ce n'est pas des formations diplômantes. Hein. Au bout d'un moment, il y a aussi d'autres façons de former, il y a aussi d'autres façons d'accompagner. Et il y a un truc qui s'appelle l'AFEST qui se développe. On pourrait vraiment surfer dessus. Après, aujourd'hui, on a quelques difficultés de recrutement, de nombre. Le jour où on n'aura plus cette difficulté de nombre, on pourra aussi parler qualitatif
Aujourd'hui, on est un petit peu bloqué sur si vous avez 2 personnes pour 12 résidents le matin et qu'il en manque une, ben, c'est panique à bord. Vous pouvez parler d'apprentissage et puis de tuteur, ça passe pas, quoi. Voilà. Mais il faut sortir. Et je pense que c'est pas que le problème des recruteurs et des managers, c'est aussi le problème des salariés d'aller dans les écoles. Moi, je suis très preneuse quand un salarié veut faire une intervention dans une école d'infirmière, d'aide-soignante. Il faut vraiment aller expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, et puis d'enlever aussi certains tabous sur le sujet, hein, très clairement. On ne fait pas que du nursing. Nos établissements ne sont pas que des établissements de soins. Merci pour votre témoignage. D'autres réactions? Je peux compléter, oui. Je pense que ce que vous soulignez, c'est effectivement la sensibilisation de l'ensemble des soignants à cette culture et à ces démarches-là. Mais quand même, ceux qui vont impulser, c'est les managers de proximité. Et je pense que l'enjeu sur la formation des cadres et des médecins, elle est essentielle. Et que vraiment, ça, c'est un des éléments cruciaux. Parce que si ça marche pas, si ce binôme de proximité ne fonctionne pas, même si tout le monde dans l'équipe a bien compris et est bien dans le truc, ça va pas prendre et ça va pas durer surtout. Ouais. Donc il y a cet enjeu, il est majeur. Je vous rejoins complètement. Alors c'est la thématique un peu de notre semaine de la qualité de vie au travail qui a lieu du 15 au 18 juin. Le management, tout un travail, et ça fait écho à des travaux qu'a fait l'ANACT il y a quelques années autour de, quels que soient les secteurs d'activité, de la faible part consacrée d'une manière générale aux sciences sociales dans la formation des futurs cadres managers, et du fait qu'ils n'étaient pas, quels que soient les secteurs, préparés à l'exercice et à la complexité de leur activité, à prendre en compte ces enjeux du travail. Et que bien souvent on était encore sur des logiques où c'était des bons professionnels en termes de métier qui les avaient conduits à évoluer, mais qui n'étaient pas forcément préparés à ça. Donc c'est aujourd'hui bien documenté, un vrai axe de travail, même si une des conclusions quand même, pour terminer sur ce volet-là, qu'on avait été amené à faire, c'est la formation, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Voilà, parce que ces changements de paradigme, ces évolutions, ne reposant pas uniquement sur les compétences managériales et la capacité des managers à bien naviguer dans ces environnements, mais aussi, vous l'avez très bien dit, au cadre organisationnel dans lequel se déroule la relation managériale, c'est un levier qui doit, de notre point de vue en tout cas, être accompagné aussi d'autres leviers sur le plan de l'organisation notamment. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres registres ? Oui, bonjour, j'aurais Antoine de Soubéran, donc je travaille dans le conseil pour les établissements services médico-sociaux et j'aurais une question pour l'équipe justement de l'association 1 domicile service. Vous avez parlé et c'était très intéressant, je vous en remercie de votre expérience en équipe étoile et je voulais savoir par rapport au planning, on l'a vu ce matin, on a bien dit que c'était un outil au service de l'organisation et pas on ne devait pas tout matérialiser là-dessus. Mais concrètement, comment vous avez délégué cette responsabilité et quel degré d'autonomie vous avez donné aux équipes pour travailler sur ces plannings? Et est-ce que ce degré d'autonomie il est similaire à toutes les équipes de votre association? Voilà, comment ça s'est créé? Et une dernière question, parce que j'ai pu voir ce type d'exemple dans d'autres associations un peu de partout en France, et il y en a où les équipes d'aide à domicile, elles ont même repensé la manière de planifier le travail en fait. Parce que le problème de ces métiers du médico-social, c'est que c'est des organisations du temps de travail très fragmentées, avec des grandes amplitudes horaires de travail. Et en fait, entre elles, les équipes d'aide à domicile, elles ont travaillé sur des équipes plutôt de matin, d'après-midi, en relais. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à ce niveau aussi de maturité d'organisation? Alors, où se situe le curseur? Merci de la question. Concernant la planification, puisque ce projet Étoile, il y a eu plusieurs actions concrètes de réfléchi et de mise en place. Le point planifié en équipe, c'est le dernier. Donc, il est de cette année, pour le coup. Et concrètement, dans les équipes, donc au niveau départemental, ça se met en place à partir de juin et jusqu'à septembre. Donc, nous sortons de formation et managers de proximité et intervenants à domicile. En tout cas, avant, je les faisais, enfin, en tout cas, je fais de la planification et en les faisant seuls, dans notre dispositif Étoile,
D'ores et déjà, on avait imaginé pour le bien-être au travail et puis pour on va dire pour un public principalement monoparental, on avait imaginé et on l'a mis en place les tournées matin et les tournées après-midi-soirée. Donc ça, c'est une mise en place. Je précise quand tout va bien et sans manque d'effectifs, mais en tout cas, c'est une ligne de conduite qu'on tient depuis 2019. Maintenant, pour la planification en équipe, le manager de proximité sera présent dans le sens où, de mon côté, j'aurai le regard contractuel, législatif, et puis, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais stratégique de mon secteur en l'occurrence, de mon secteur géographique. Les collègues, eux, auront l'œil terrain. Et puis, alors, ça va se passer en réunion d'équipe, pour le coup, chacun avec son planning format A3, en posant en amont chacun ses dispositifs personnels, et après, avec leur nombre d'heures contrat, la connaissance des bénéficiaires, la connaissance de la situation géographique, vont se passer, et leur modulation d'heures, vont se passer les interventions, suivant qui peut aller où, les uns avec les autres. L'idée étant, c'est qu'à la fin, un temps plein est 2 soirées par semaine, par exemple, un temps partiel, une seule, etc., etc. Mais en tout cas, ça commence au mois de juin, donc demain. Allez-y. Laura Boily, moi je suis assistante sociale de formation depuis déjà quelques années, aujourd'hui en formation pour être chef de service. Ma question, moi, c'est concernant ce qui s'est passé à l'infirmerie protestante de Lyon. Vous avez dit en introduction de vos propos que ça avait commencé dans un contexte de grève très dur. Du coup, j'aimerais savoir, j'ai pas saisi, est-ce que vous avez été accompagné par un tiers médiateur ou comment ça a été possible en fait de construire avec les salariés et les managers une formation dans ce contexte difficile. Et je profite juste d'avoir la parole pour dire que le micro de Monsieur Conjard est très très fort. Je ne sais pas si je suis la seule, mais ça résonne un peu. Voilà. D'accord, merci. Alors, sur l'infirmerie protestante, la grève très très dure, et je vous ai expliqué, il y a une cassure entre les salariés et les cadres, et en fait, on s'est réunis, direction et cadres, pas salariés, pour voir qu'est-ce qu'on avait mal fait, qu'est-ce qu'on avait mal communiqué pour qu'on en arrive là à une cassure entre un rejet total des salariés envers leur cadre. Voilà. Et ça s'est construit en groupe de travail ensemble. Et donc l'idée de les accompagner, c'est sorti de là en fait. C'est pas sorti d'un organisme extérieur. Et après, j'ai fait appel à un organisme extérieur en leur expliquant le contexte. Et le programme de formation a été construit avec les cadres. Ils ont souhaité interroger les élus, mais en fait, il y avait une cassure avec les élus aussi, et on n'a finalement pas fait participer les élus qui étaient contre les cadres. Une dernière question peut-être? Il y avait quelqu'un d'autre ou... Oui, ok. Bonjour, merci pour ces échanges et ces témoignages. Moi, je suis Perrine Loss, donc j'ai fondé un cabinet qui accompagne les équipes et les organisations sur les volets RH, notamment sur le care management. Et vous avez beaucoup parlé de gouvernance, et je constate que parfois c'est difficile pour les DRH, les responsables QVCT, d'embarquer le CODIR. Et donc, je serais curieuse de savoir quels étaient les deviers, ou en tout cas, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu embarquer tout le CODIR et toutes les instances concernées. Des fondations, peut-être des choses à repréciser sur ce volet? Pas facile. Un constat qu'à un moment donné, il y a un virage à prendre et que si on ne le prend pas, on se prend le train. Donc je pense qu'à un moment donné, tout le monde a été conscient que si on ne se mettait pas autour de la table, on n'y arriverait pas. Une fondation, c'est différent d'une association. Une association, c'est souvent des parents de résidents qui sont employeurs. Mais aujourd'hui, fondation, ce sont des gens qui n'ont pas forcément de lien avec nos résidents.
qui ne connaissent pas toujours forcément notre secteur. Donc, il a fallu vraiment expliquer aussi ce qu'on faisait, comment on le faisait, et puis qu'ils apprennent aussi à comprendre ce qu'on était. Et le lien entre un directeur qui explique ce qu'il fait dans son établissement et sa gouvernance fait qu'autour de la table, ça a pu prendre parce qu'on était autour d'une problématique commune, c'est-à-dire plus de sous. Donc ça, en général, ça fédère énormément. Et ensuite, on a tiré les fils. On a tiré vraiment les fils. C'est pas facile tous les jours, hein, je vous le cache pas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crises institutionnelles. Il y a quand même pas mal de choses. Nous, on est passé par des crises importantes. N'empêche que notre fil conducteur, c'est deux choses. Le premier axe, c'est la qualité d'accompagnement. Le deuxième axe, c'est la qualité de vie au travail. Et on s'attache là-dessus. Et à chaque fois, on redresse la barre sur ces deux axes. Pour l'instant, ça tient. Ça vous va comme réponse? Je peux peut-être compléter avec des retours d'expérience sur des établissements de taille différente où finalement, la meilleure preuve, c'est de montrer que ça fonctionne. Et c'est ça qui va être après un élément moteur. Et en démarrant à l'échelle d'une unité, en acceptant que ça soit très modeste, les premiers déploiements, peut y avoir vraiment un effet de ruissellement qu'on a pu observer sur plusieurs établissements qui après, finalement, amènent des arguments un petit peu plus forts et étayés pour dire, OK, ça vaut le coup de le déployer à plus grande échelle et d'avoir cette dimension plus collective à l'échelle d'un établissement. Et tout ce qui est gagné à l'échelle d'une unité, de toute façon, est gagné à l'échelle d'une unité et c'est déjà ça, il n'y a aucun risque à le faire. Et notamment en démarrant avec des endroits où le binôme cadre-manager, il est fort, il est soudé et il a cette culture partagée. Et vraiment, ça peut fonctionner en ruissellement. Oui, si je peux m'autoriser un petit complément, parce que c'est un vrai sujet dans la plupart des démarches QVCT, hein, que les conditions d'embarquement, et c'est pas que du sponsoring comme on entend parfois. Il y a à la fois faire la preuve en termes de conditions de travail, mais aussi d'efficacité des organisations, parce que c'est quand même un registre sur lequel il y a un peu plus de sensibilité. Embarquer dans les dispositifs espace, copil, etc. Et puis notamment sur les formations, je sais que nous maintenant c'est un principe qu'on essaye d'installer, c'est si on nous demande de former les managers, en premier lieu, on demande à ce qu'on forme le comité de direction. Voilà, ne serait-ce que pour s'assurer que les messages qui seront passés, les principes qui seront partagés, les initiatives qu'on va chercher à soutenir à travers la formation action sont complètement partagés par le comité de direction. Et c'est une preuve d'engagement ou pas. On n'a pas le temps, on a d'autres choses beaucoup plus importantes que ça à faire, monsieur. On vous demande de former notre encadrement de proximité, je caricature un petit peu, ou on joue le jeu et on croise des points de vue. À cette échelle-là, c'est intéressant aussi. C'est fini, je vois des gens qui... Voilà. Merci pour votre participation, merci pour votre écoute.